Bonjour à tous, merci d'être ici pour cette conférence sur le BIM. Même si, et donc c'est encore mieux pour vous, on parle beaucoup du BIM un peu partout et qu'on a presque l'impression que maintenant le BIM, tout le monde connaît et qu'il n'y a pas de souci, il suffit de s'y mettre et que tout ira bien. Donc ce qu'on va essayer ensemble assez rapidement, c'est de balayer très très vite, parce que normalement, pour être référent BIM, il y a 12 jours de formation. Donc c'est vrai qu'on ne peut pas tout faire aujourd'hui, mais j'ai essayé de prendre des points qui me semblent vraiment les points importants du BIM et d'essayer d'être toujours dans du concret. Donc comprendre le processus BIM, déjà l'air de rien, si je dis processus, c'est pas juste pour remettre quelque chose devant le BIM, mais c'est vraiment très très important de comprendre ça. Le processus, ça veut dire de la collaboration, ça veut dire que tout le monde participe, je dirais depuis l'amont du projet, les programmistes, des gens comme ça, jusqu'aux gens qui vont exploiter le projet, qui vont maintenir le bâtiment. Vous savez qu'un bâtiment, nous qui construisons, ça dure, pour des gros projets, 2-3 ans. Mais il y a des gens derrière qui l'entretiennent pendant 30 ans, 50 ans, ou pardon, qui devraient l'entretenir pendant 30 ans, 50 ans. Et on va voir que le processus, c'est aussi ça. Et bien sûr, je dirais qu'au milieu, il y a toutes les entreprises pour lesquelles il faut absolument qu'elles fassent partie de ce processus. Et il y a vraiment à convaincre les acteurs de la construction qu'il est plus que temps de participer à ce processus BIM. Alors très rapidement, vraiment des flashs, le BIM c'est quoi? J'ai essayé de mettre 3 mots porteurs du BIM. Un premier mot, c'est la maquette. On entend beaucoup parler de tout ça. Maquette, 3D, etc. Mais bien sûr, c'est aussi des données, on va voir, et toujours, et je dirais même que c'est l'essentiel, parce qu'apprendre à se servir d'un logiciel, finalement, on prend du temps, apprendre à gérer des données, ok, mais la collaboration, c'est de l'humain, tout simplement, et ça, c'est pas facile. Alors d'abord, une petite remarque, vous voyez souvent ça, moi je pense toujours aux entreprises qui, depuis des années, reçoivent des plans 2D avec des pièces écrites, pour certains maintenant, le 150 pages grâce à l'informatique, ça devient de l'ordinaire. Et il faut qu'elles comprennent très vite le projet parce qu'il va falloir qu'elles mettent un prix. Et le prix, il engage l'entreprise, c'est pas rien. Et alors on commence un tout petit peu à leur donner de la 3D de temps en temps. Et celle-ci, par exemple, qui n'est pas inintéressante, donne un petit aperçu, sauf que moi, entreprise, j'aimerais bien voir de ce côté-là. Alors là, je ne peux pas, parce que c'est comme ça. Et puis, j'aimerais bien voir ça, ce que c'est quoi. Et là, j'ai beau, avec le doigt, ou cliquer là-dessus, faut que j'aille regarder dans les 150 pages, les 30 pages qui, pour mon lot, etc., etc. J'insiste là-dessus parce que, voilà, c'est tout simple, maquette BIM, ça paraît banal, au lieu de faire comme tout à l'heure et puis il n'y a rien, et là j'ai tous mes objets de tout le bâtiment et quand je clique dessus, j'ai toutes les informations que je veux. Alors les informations que je veux, un peu, beaucoup, à la folie, intéressantes, moins intéressantes, ça c'est une question de compétence, voilà. Mais en tout cas, je dirais bêtement, j'ai les quantités, je pense qu'une entreprise n'est pas assez intéressée par ça. Donc c'est pas encore le BIM, c'est une maquette 3D. Intéressant pour faire ça, ce que je suis en train de montrer ici, c'est gratuit pour les entreprises. Elles ont un viewer gratuit, 1 à 2 heures de formation, et tous leurs projets, ils peuvent les regarder comme ça, cliquer sur des objets, faire plein de choses qu'on n'aura pas le temps de voir aujourd'hui, faire la coupe où ils veulent, enlever des objets pour regarder ceux qui sont derrière, etc. Donc j'ai presque envie de dire, je pourrais m'arrêter là en disant, regardez, comme le à peine début du BIM, simplement des maquettes 3D, comme c'est génial pour tout le monde. Je vais continuer la conférence quand même.
Alors, là aussi, voilà une maquette un peu plus globale, hein. Alors, j'ai parfois des questions sur ouais, les maquettes, ça prend du temps, etc. Mais je pense que j'ai pas besoin de beaucoup convaincre pour dire que c'est un peu plus facile pour une entreprise de voir un projet de ce genre avec des fluides plutôt que nos plans 2D auxquels on est habitué depuis un certain nombre d'années. Je répète, on n'est pas encore dans le BIM, on est dans la maquette. Hein, on va aller plus loin, mais c'est déjà quand même pas mal. Hein. Alors, avec ces maquettes, là, je laisserai l'approfondissement à l'architecte qui est venu. Eh bien, on va faire plein de simulations. J'ai entendu tout de suite avant, on va parler des capteurs photovoltaïques ou de l'efficacité énergétique. Ça n'a pas forcément à voir avec le BIM. Mais alors, je me mets en contradiction par rapport à ce qui vient d'être dit. Le BIM, maintenant, vous voyez, c'est quelque chose de complètement central. C'est-à-dire que je veux faire une étude thermique, eh bien, je me sers de la maquette que j'ai montrée ici et je vais faire des simulations. La maquette va permettre aujourd'hui de faire de multiples simulations avec de multiples logiciels. Thermiques, économiques, bien sûr. Donc, la maquette multi-acteurs pour le maximum de simulations. On a bien sûr parlé des données. Et ce qui est assez extraordinaire quand même, hein, même moi qui parle du BIM depuis longtemps, ça me fascine toujours, c'est que j'ai ma maquette 3D, super, et puis je fais 2 clics, je dis bien 2 clics, hein, je plaisante pas, ça me prend, allez, 2 minutes, et en 2 minutes, j'ai un tableau, je ne fais pas de publicité pour Excel, mais malheureusement ça sort qu'en Excel, un tableau Excel avec tous les objets et toutes les propriétés qui sont indiquées dans la maquette. C'est banal, hein, mais pour les entreprises, c'est quand même pas mal. J'ai eu peur que ce soit le mien, c'est pas le mien, gagné. Évidemment, on peut aller beaucoup plus loin au niveau des données. Et là, on trouve nos gens de la maintenance-exploitation. Là, c'est un petit mainteneur qui s'appelle Vinci Facilities, petit mainteneur régional. Et voilà ce qu'il demande pour un système de ventilation. Et il demande tout ça pas pour demander des choses, mais simplement parce que s'il veut faire la maintenance d'une CTA, eh bien, il a besoin de toutes ces données. Début de la garantie, fin de la garantie, etc., etc. Donc, c'est de la donnée. De la collaboration, je pense que l'architecte en parlera très bien. Ben oui, hein, c'est-à-dire que tous les acteurs du bâtiment doivent participer à ce processus BIM. C'est pour ça que le mot processus est vraiment très important. Alors là, vous voyez, on a institué la maquette, on a institué les données, et là, vraiment, on est dans le travail collaboratif. Hein. Donc là, voilà, c'est une définition. Hein, on prend une maquette, on la passe à d'autres acteurs, on fait une synthèse des maquettes, etc., etc., et on continue ça. Et on organise ce processus et cette procédure. Alors, pour que tout ça, ça se passe bien, c'est vrai que le bâtiment n'aime pas forcément beaucoup ça, hein, mais on est obligé quand même d'écrire des choses. C'est bien d'écrire des choses parce que ça permet quand même de savoir que veut tel acteur et comment on va respecter sa demande. Hein. Il y a 3 grands textes qui encadrent le BIM. Le premier, le schéma directeur, hein, qui sera explicité par Constance tout à l'heure un peu plus en détail. Ça, c'est le schéma directeur, c'est la maîtrise d'ouvrage, ça c'est fondamental, qui va expliquer qu'est-ce que je veux quoi. Hein. C'est pas, j'ai été à un colloque la semaine dernière, j'ai vu qu'il y avait des super maquettes, donc je veux une maquette. Non, c'est qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je vais en faire, quelles données, etc., etc. Il y a un cahier des charges après qui va justement bien expliquer. C'est très concret, hein, et ça intéresse directement l'entreprise. C'est-à-dire que j'ai une porte. Quelles sont les données, quelles sont les informations que je veux par rapport à cette porte-là? Alors, je pourrais faire comme Vinci Facilities, en demander 50, mais l'idée, c'est lesquelles vous allez vraiment utiliser. Parce que on peut faire plein de choses en informatique, mais des fois, il faut faire juste ce qui est nécessaire, ce qui va servir. Hein. Donc, on va voir ça rapidement. Et puis, très important, hein, c'est qu'on se mette d'accord entre tous les acteurs avant de commencer à travailler.
À une certaine époque, ça s'appelait un plan qualité. Maintenant, on appelle ça un convention ou protocole. Comment on va travailler ensemble? Et c'est mieux de le faire avant de démarrer, hein, plutôt que chacun travaille de son côté. Et puis, non, on se met d'accord, on se met autour de la table. Toi, tu as quel logiciel? Comment tu vas exporter? Qu'est-ce que tu dois mettre comme propriété? Voilà, on prend du temps. On prend du temps pour se mettre d'accord. Comment on va s'organiser? Et puis après, on y va parce qu'on sait faire. Bon, schéma directeur, donc je laisserai Constance approfondir. Hein, donc c'est vraiment la politique globale du maître d'ouvrage. Hein. Les maîtres d'ouvrage, alors ça peut être à tous les échelons, hein, ce maître d'ouvrage régional, départemental, un bailleur social. Voilà, quel est son schéma directeur? Constance expliquera tout ça. Pourquoi? Parce qu'il y a de multiples cas d'usage de ces maquettes. On a parlé du cas d'usage, par exemple, de la maintenance-exploitation. Okay. Cas d'usage pour un promoteur immobilier, cas d'usage commercial. Je vais utiliser ma maquette pour pouvoir mieux vendre mon produit, etc., etc. Donc, multiples cas d'usage. Là, c'est pareil. Hein, et les architectes sont bien conscients de ça. Ils aimeraient bien, par moment, savoir qu'est-ce qu'on va faire de la maquette. Simplement, je dirais, déjà, désolé de parler un petit peu d'honoraires et d'argent, mais quand on demande une maquette à un architecte, c'est bien qu'il ait certaines précisions par rapport au temps qu'il va y passer et donc par rapport aux honoraires qu'il va pouvoir proposer par rapport à ce temps qui va passer. Mais ça, il vous expliquera sûrement très bien. Il y a des documents qui existent. Hein. Voilà, donc il faut que nos maîtres d'ouvrage soient conseillés, mais il existe des documents qui déjà leur explicitent. Hein. Donc quand certains maîtres d'ouvrage, je dirais, reviennent d'un colloque et disent « je veux une maquette », on a envie de dire, je sais pas, essayez de lire un peu des ouvrages de référence, et puis après, prenez des conseils, continuez. Mais il existe des ouvrages de référence. Ça ne vient pas comme ça. Voilà, hein. Pareil pour les cahiers des charges. Hein, donc, des exemples de cahiers des charges, il y en a de multiples. Hein, il y en a de la région Rhône-Alpes. Hein. Il y en a un qui est très connu parce que bon, il a été un petit peu au début et que c'est un bailleur social. Un cahier des charges BIM. Bon, il y a aussi des cahiers des charges BIM en phase d'exécution. Quand je parle de ces documents-là, c'est vraiment important. Là, c'est du concret. Hein. J'ai fait une formation à Rouen il y a à peu près 6 mois. Et j'ai une entreprise, 2 jours de formation. Et à la fin du premier jour, une entreprise de fluide, quand même 15 personnes au bureau d'études, donc pas une petite entreprise. Hein. Et le lendemain matin, ils sont venus un peu pâles me voir en disant suite à votre première journée, on vient de se rendre compte qu'on a signé un marché en BIM. Comment on fait? Voilà. Parce qu'il y avait un document en plus dans le marché, puis ils ont dit ouais bon c'est encore un truc pour. Ils ont signé et là je leur ai expliqué il fallait un logiciel, il fallait une réflexion, il fallait. Bon donc ces textes-là sont vraiment importants. Ensuite, donc, convention, protocole. Alors là, on a un organisme, je crois qu'il faut le citer. Et maintenant, sur le BIM, il faut assez systématiquement, bon, c'est un site internet, hein, Mediaconstruct. C'est la partie française d'une association internationale qui travaille autour du BIM, qui est donc extrêmement importante. Le BIM, c'est pas franco-français, c'est complètement international, avec un type de fichier qui s'appelle IFC, mais je ne détaillerai pas trop aujourd'hui. Mais en tout cas, voilà, si vous avez envie d'avoir les nouveautés de ce qui se fait dans le BIM, allez sur ce site-là de Mediaconstruct. Et c'est eux qui ont publié un guide méthodologique pour écrire une convention, c'est-à-dire pour écrire comment on va travailler ensemble. Hein. C'est très important, c'est français, dans le sens où c'est un guide. Je pense qu'en France, il y a toutes sortes de discours. Il n'y aura pas d'obligation réglementaire à faire du BIM. Il y aura, je dirais, des nécessités à aller vers le BIM. L'exemple, si vous voulez appliquer certaines réglementations, si vous avez une maquette, c'est facile. Si vous n'avez pas de maquette, je vous souhaite bon courage. Mais ça va passer par là en France, pas par une obligation, comme dans d'autres pays ou en Angleterre, ils ont décidé, c'est obligatoire. C'est une façon intelligente, à mon avis, d'entraîner les gens dans le BIM. Alors là aussi, plein de protocoles très importants pour les entreprises. Voilà un protocole BIM chantier qui va expliquer quelle entreprise fera quel type de travail dans le processus BIM. C'est là que vous saurez
Est-ce que moi, mon entreprise, est obligée de faire une maquette exé, une maquette détaillée, ou est-ce que simplement, moi, entreprise, qui participe à un processus BIM, j'aurais simplement à me servir de viewer ou d'une plateforme collaborative, on verra juste après, pour pouvoir rentrer dans le processus BIM. Ça, c'est le document fondamental. Ça serait bien d'ailleurs que dans tous les projets d'appel d'offres BIM, ce document-là soit fait avec compétence. Deux nouveaux acteurs, j'en parle assez vite. AMO BIM, BIM Manager. Pour simplifier les choses, l'AMO BIM, c'est celui qui va aider les maîtres d'ouvrage à gérer un petit peu à la fois, et ça sera bien expliqué par Constance, à la fois pourquoi je vais faire du BIM et puis de les aider, parce que sur un premier processus BIM, sur les premiers projets, c'est pas évident. Donc autant prendre des professionnels qui ont, alors qu'il aura une certain nombre de missions que Constance expliquera. Un nouveau BIM Manager, c'est un peu pareil. Alors ça, je fais un petit reproche à certains architectes, mais sûrement pas à l'architecte qui est présent aujourd'hui, bien sûr. C'est que, voilà, je pense que le BIM, c'est un processus, et je pense qu'un architecte, il a ses compétences dans son domaine, mais actuellement, il est complètement nécessaire d'avoir quelqu'un qui est spécialisé dans ce processus-là. Et ça ne peut que aider tout le monde, parce que lui, il est dans les problématiques d'interopérabilité entre tous les acteurs. Et bien évidemment, sauf exception, un architecte, c'est pas son rôle. Et je crois qu'il a tout intérêt à ne pas s'inquiéter de ce nouveau venu, parce que la hiérarchie du bâtiment, elle ne change pas. L'architecte est toujours responsable, etc. Et que le BIM Manager est quelqu'un qui est là pour l'aider, franchement, à pouvoir réaliser un processus correct et avec un bon retour. Bien, alors, collaboration, bien, ça veut dire quoi, collaboration ? Eh bien, ça veut dire qu'on va faire une synthèse des maquettes. Donc, pour moi, c'est le BIM Manager qui fait ça. On va utiliser des plateformes collaboratives et on va se réunir avant de démarrer le chantier. Ça, c'est fondamental. C'est-à-dire que l'idée, c'est que, qui paraît toute simple, c'est qu'avant de commencer le chantier, on va virtualiser le chantier. Voilà, on va construire virtuellement, à l'aide des maquettes, ce qui va se passer sur le chantier. Alors, synthèse des maquettes métiers, alors là aussi, je ne rentrerai pas dans l'histoire des missions de synthèse, c'est un vieux problème, parce que faire en 2D des synthèses de fluides, d'électricité, de plomberie, de chauffage, c'est extrêmement difficile. On avait des professionnels super compétents à une certaine époque, mais les fluides étaient quand même beaucoup plus simples. Maintenant, voilà, c'est-à-dire que grâce à une maquette, avec différentes maquettes métiers, on voit tout de suite les problématiques de rencontre au niveau des fluides, de collision au niveau des différents objets. Donc on peut vraiment travailler sur la synthèse. Petit exemple voilà, d'une maquette avec quelques petits problèmes. Voilà, c'est là qu'on s'aperçoit d'ailleurs, je n'ai rien contre le bureau d'études qui a fait passer ces fluides un petit peu en dehors de la toiture. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça montre que finalement, de très bons professionnels, eh bien, quand ils continuent à penser en 2D, eh bien, des choses qu'ils ne voient pas en 3D. Et l'intérêt, c'est qu'au niveau de la maquette, on le voit, alors que sur des dessins 2D, on n'est pas sûr de repérer ce type de problème. Et là, voilà un logiciel utilisé par le BIM Manager qui s'appelle Solibri Model Checker. C'est un logiciel de BIM Manager qui va prendre toutes les maquettes et par un travail que je n'expliquerai pas aujourd'hui, qui va regarder toutes les collisions entre les différentes maquettes métiers. Et donc ça, c'est son logiciel. Et là, voilà tout le travail qu'il fait. Et très intéressant, ce travail-là, il va le donner aux entreprises gratuitement. Et l'entreprise pourra, avec un viewer gratuit, voir tout ce qu'a observé le BIM Manager et va régler, par exemple, ce genre de choses au niveau des maquettes. J'ai parlé du fichier IFC, donc c'est un fichier qui permet, je dis ça extrêmement rapidement parce qu'il y a toute une complexité que je ne veux pas aborder, mais le fichier IFC, le gros avantage, c'est comme le PDF pour les textes ou comme le HTML pour Internet. C'est-à-dire que n'importe qui peut gratuitement lire un fichier IFC. Que ces fichiers IFC sont interopérables, comme le PDF, c'est-à-dire qu'au Japon, avec un Mac, un PC, ça n'a aucune importance.
Voilà, on ouvre un PDF. Eh bien, on ouvre un IFC. Voilà, hein. Je simplifie, mais c'est ça qu'il faut retenir. Et en même temps, autour de cet IFC, on travaille avec ce qu'on appelle des fichiers BCF. C'est très banal aussi, hein. C'est des petits outils comme ça. Qu'est-ce que c'est qu'un fichier BCF? Vous voyez, j'ai pris une photo en tant que BIM manager ici, hein, pour dire à l'entreprise qu'il y a un problème. Et je lui ai écrit un petit texte en lui disant bah, c'est peut-être pas bien que ça sorte, voilà. Hein, okay. Et cette photo, c'est pas n'importe quoi. Hein, ça veut dire que celui qui a fait cette maquette-là, il récupère ça dans son logiciel, il clique sur cette photo, et tout de suite, dans la maquette, il va directement à l'endroit où il y a le problème. C'est banal comme outil, ça fait gagner un temps incroyable, et on continue, ça c'est fondamental dans le BIM, on continue à fonctionner autour et à communiquer autour des maquettes. On ne quitte pas la maquette. Plateforme collaborative. Alors, il y a beaucoup de plateformes collaboratives aujourd'hui. Hein. Il y en a une qui est sortie à Lyon il n'y a pas très longtemps. Voilà, on voit une avec laquelle on travaille qui s'appelle Edificat. L'idée, c'est quoi? C'est bien, on peut aussi chacun travailler sur ses ordinateurs et puis s'envoyer des choses. Hein. Et c'est pas mal de tout centraliser on the cloud, comme on dit, hein, de manière à ce que n'importe qui puisse avoir accès. Et puis dans le bâtiment, vous savez, on a des fois un petit problème des plans à jour. Hein. Qui a les plans à jour? C'est bon, mais c'est un problème qui n'existe pas fréquemment. Hein. Là, sur la plateforme, c'est pas mal parce que du coup, si on est connecté, bah, on a le dernier plan à jour, la dernière maquette à jour. En voilà une autre, bon, A360, peu importe. Hein. Il y en a plein qui existent. Et ces plateformes collaboratives, c'est exactement la même chose que les viewers, c'est-à-dire que on peut manipuler la maquette, on peut la regarder, on clique, on a les propriétés, et on peut faire ces fameux fichiers BCF. C'est-à-dire, je suis entreprise, on me demande de participer à un processus BIM, je suis peintre. Évidemment, je ne vais pas acheter un logiciel à 15 000 € en tant que peintre, on est bien d'accord. Seulement moi, en tant que peintre, eh bien, voilà, je peux regarder cette maquette, je peux voir des problèmes qui m'intéressent, et je peux faire un petit fichier hein, avec une photo à un endroit, en disant, là, il y a un souci pour moi. J'aimerais bien que... Voilà. Hein. Donc, ça veut dire que n'importe quelle entreprise, gratuitement, dans ce cas de ce processus-là, peut participer à un processus BIM. Hein. Rentrer et utiliser ça, c'est comme un viewer. Allez, je le fais de temps en temps, maximum 2 heures de formation, et vous savez manipuler la maquette et justement faire un fichier BCF pour dire, tiens, là, j'ai une question. J'ai une question. Voilà. Cellules de synthèse, bah évidemment, voilà, c'est-à-dire que ça, c'est une participation importante des entreprises. C'est comme on virtualise le chantier, eh bien, on se réunit tous autour de la maquette. C'est pas facile, hein. J'assiste à des réunions de synthèse où on projette la maquette. J'ai pas mis la photo là sur mon diaporama. Et la maquette, elle est projetée, et puis tout le monde va se coller là, parce que là, il y a le plan papier. Parce qu'on n'a pas encore l'habitude de travailler autour des maquettes. Hein, donc c'est tout un travail nouveau, ça. Hein. Voilà, donc ça c'est important. La cellule de synthèse. Alors bien évidemment, hein, ce sera sans doute parmi vos questions. Oui, mais il faudrait peut-être nous laisser du temps. Ah oui, ça c'est d'autres questions. C'est-à-dire qu'avant de préparer un chantier en BIM, le défi c'est on me laisse un petit peu plus de temps, je gère bien, je virtualise les choses, et après sur le chantier, ça se passe mieux. Ah, alors là, on rentre dans le dur du BIM, c'est ce fameux DOE numérique. Bon, DOE, tout le monde sait que ça fonctionne très bien. Chacun rend ce qu'il faut dans le DOE. Les maîtres d'ouvrage sont très contents. Ils ont en plus 5 exemplaires papier et ils savent les retrouver sans problème. Il suffit de leur demander. Et jamais ils ne retéléphonent à l'architecte pour avoir des informations 3 ans après. Parce que ça va. Alors là, ça franchement, je me pose encore des questions. Comment il faut expliquer longtemps que ça peut être quand même sympa, le DOE numérique? Ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire que dans la maquette, on va mettre toutes les informations. Hein. C'est banal. Ça veut dire que sur mon ordinateur, moi, en tant que maître d'ouvrage, j'ai la maquette et puis j'ai une CTA. Voilà. Et ben, je clique sur la CTA et j'ai mon document technique de la CTA. C'est d'une affreuse banalité. Mais c'est quand même pas mal plutôt que d'aller chercher dans les documents qui sont aux archives, retrouver le bon carton, machin, etc., ou retrouver les bons PDF qui ont été classés plus ou moins bien. Là aussi, il y a des documents qui existent hein, pour les maîtres d'ouvrage. Voilà, BIM pour le Facility Management, c'est assez clair.
pourquoi c'est bien de faire un DO numérique. Hein. Il y a aussi eu des enquêtes, mais ça, Constance va aussi insister là-dessus, sur le temps gagné très banal entre, ben voilà, je gère un objet qui a un problème avec du BIM ou sans le BIM. Voilà, hein, comment je prends les informations extrêmement rapidement avec ma maquette, ce qui me permet de ne pas faire, par exemple, 3 allers-retours dans la journée par rapport à un problème d'objet sur un chantier. Bien. On parle beaucoup du neuf au niveau du BIM, vous avez plein de projets dans les revues, hein, mais la rénovation, c'est super important. Et puis là, j'ai un scoop, hein, puisque je l'ai vu dans le train en arrivant ici. Effinergie, ça dit sans doute quelque chose à certaines personnes, hein. Effinergie, bâtiment BBC, etc. Eh bien, Effinergie vient de lancer, là, pour ce mois-ci, un appel d'offres pour demander à travailler justement rénovation et BIM et de dire on veut avoir des expériences pour que demain, tout ce qui se passe au niveau de la rénovation se passe en BIM, parce que bien évidemment au niveau de la rénovation, on a plein de choses intéressantes. Une des choses intéressantes et fondamentales, évidemment, c'est le relevé de bâtiment. Alors, je ne veux pas insister trop, mais un relevé, c'est pareil, ça demande une réflexion stratégique. Hein. On ne fait pas un relevé de la même façon pour une usine avec beaucoup de fluide que pour un bailleur social. Voilà, donc il y a une réflexion à faire sur qu'est-ce qu'on veut comme relevé. C'est pas parce qu'il y a des outils absolument géniaux que je vais montrer juste après, hein, dont il y a une très bonne présentation d'ailleurs de l'autre côté de la porte, que systématiquement il faut que je prenne ces outils-là. Non, il y a plein de possibilités. J'en montre une très simple. Hein, c'est une petite start-up en Bourgogne. Hein, à partir d'une tablette, d'un petit laser classique, hein, directement sur ma tablette, je fais le relevé avec mon doigt, hein, je mets les dimensions que je relève sur mon petit laser à côté, et je fais tout de suite une maquette. Voilà, c'est-à-dire que même avec le client, je peux immédiatement lui montrer en très peu de temps. Là. Alors, je n'ai pas une précision, évidemment, qu'un relevé laser pourrait avoir, etc. Mais est-ce que ce n'est pas suffisant pour ce type de projet, hein? Donc, il y a plein de possibilités pour avoir des maquettes. Alors, évidemment, on passe à ce genre de possibilités. Bon, peu importe. Hein. Et donc, on se retrouve avec nuage de points. On en reparlera peut-être après, mais là, ce qui est intéressant, c'est que ce nuage de points, alors après, il faut faire une maquette. Mais, par exemple, je fais de l'isolation par l'extérieur. Derrière mon nuage de points, j'ai des photos. Je peux prendre des dimensions. C'est-à-dire que je peux faire un calpinage directement à partir de mon nuage de points sans créer de maquette. Ça peut être très intéressant. Donc, plein de possibilités au niveau des relevés et de ce que je veux en faire. Et puis, un petit personnage qui s'appelle un drone, là, qui circule là. Je me souviens quand j'en parlais il y a 4-5 ans déjà, on me disait, ça y est, il est encore allumé, lui, les drones dans le bâtiment, mais n'importe quoi. Eh bien, la Normandie m'a demandé de faire une formation, le BIM pour les couvreurs, et la partie drone est super importante. Parce qu'évidemment, pour un couvreur dans des vieilles villes, de nos bonnes vieilles villes françaises avec des toitures un petit peu compliquées, si vous savez que le couvreur est obligé de monter par cette petite fenêtre de toit ici pour aller voir un petit peu ce qui se passe sur le toit, un petit coup de drone, c'est quand même intéressant puisqu'on peut même là directement prendre des dimensions sans réaliser une maquette. C'est possible. Hein. Et puis, du coup, si on fait de la rénovation, si on a un relevé de ce genre, c'est quand même intéressant. On peut commencer à travailler correctement. Je pense qu'un architecte, s'il a ce relevé-là, c'est quand même pas mal pour pouvoir commencer à faire son projet de rénovation. Hein. Donc, attention, rénovation, donc, ce qui veut dire, c'est que on n'est pas obligé de faire des super grands projets. Hein. Ça, c'est par exemple une ancienne mairie dans le Haut-Doubs qui veut transformer la mairie qui a déménagé en plusieurs logements. Et donc, elle a fait faire un relevé pour faire réaliser un projet par un architecte. Bien. Je veux revenir, parce que c'est fondamental, sur ces fameux viewers que maintenant on essaie de franciser avant les Québécois, hein, visualisateur. Bon, c'est un peu long, c'est dommage, mais bon, des fois, viewer, c'est peut-être pas mal. Hein. Donc ça, je répète, c'est fondamental, c'est gratuit. Gratuit, oui, il y a des choses gratuites dans ce monde-là, hein, c'est quand même pas très fréquent. Hein. Donc vous avez un architecte
qui fait un modèle 3D. Je ne parle pas encore de modèle BIM, hein, qui fait un modèle 3D. Bon, on va rester là. Je signale juste, on échangeait, et puis il y a quelqu'un de chez Alplan dans la salle, je n'arrive plus à voir où il est, peu importe, il est là-bas dans le fond. Il n'y a rien de nouveau. Hein. Vous lui demanderez, là il a un petit stand à côté, il y a 15 ans, les architectes savaient faire ça, hein, d'ailleurs, vous allez avoir un témoignage tout à l'heure. C'est de l'ordinaire, hein. C'est pas un truc extraordinaire. Hein. Et je pense aussi qu'il peut y avoir un échange, c'est que quelqu'un qui manipule bien ce genre de logiciel va pas mettre beaucoup plus de temps sur la plupart des projets de dessiner ça en 3D qu'en 2D. Hein, c'est un outil normal, habituel. Bon, voilà. À partir du moment où l'architecte fait ça, voilà ce qu'il donne à l'entreprise. Hein, et l'entreprise, gratuitement, regarde tout ça. Hein. Elle peut... Alors, moi, j'appelle ça jouer avec. Hein. Une fois, on me l'a reproché en disant « le bâtiment, on n'est pas là pour jouer ». Bon, ok, mais vous voyez, c'est pas mal. J'éclate mon projet et du coup, je vois comment est composé. Par exemple, là, c'est une structure bois. Comment est composée ma structure bois, quels sont les différents éléments, et puis après je clique, je vois mes propriétés. Je peux faire la même chose sur n'importe quel projet, je l'éclate en hauteur et tout, je joue avec quelque part, mais ce jeu va me donner une compréhension directe du projet, complètement différente, on peut très bien l'imaginer, que tous les plans 2D qu'on peut me donner avec des coupes dans tous les sens. C'est tout à fait autre chose. Ça n'empêche pas, attention, hein, quand je dis qu'on utilise la maquette, ça n'empêche absolument pas tout ce qui existe aujourd'hui. Hein. Mais tout ce qui existe aujourd'hui doit être lié à la maquette. C'est-à-dire que, alors ça c'est fait assez peu, mais ça veut dire que demain, quand je vais cliquer sur un endroit, eh bien, je vais avoir, si c'est nécessaire, le plan 2D correspondant. Donc ça veut dire que je n'irai pas le chercher dans un de mes documents, non. Je cliquerai là et clac, j'ai mon plan 2D qui apparaîtra comme un document lié à la maquette. Donc, on a, avec ces viewers gratuits, le moyen de faire des fichiers PDF, fichiers BCF, pardon. Donc, les fichiers de communication. Hein, voilà, je vais communiquer. Là, j'ai vu un problème, tac, tac, hop, j'envoie et c'est fait. Je peux lier donc à ma maquette toutes sortes de documents. C'est ultra simple. Hein. Je clique là-dessus, j'ajoute un document, je vais chercher mon document dans mon ordinateur, tac, il est là. Et ça, utilisation multiple. Utilisation sur le chantier. Hein, on va voir quel est l'outil qu'il faut absolument avoir sur le chantier aujourd'hui. Hein, sur le chantier, alors j'ai pas besoin de mettre 200 documents, je mets les documents, les 15 documents qui sont vraiment intéressants, qu'il faut absolument pour ne pas se tromper, etc. Voilà, je les indique là. Hein, voilà, tout simplement. J'ai même, incroyable, un viewer gratuit, c'est le viewer du CSTB qui s'appelle FBIM. Et ce petit FBIM vous permet gratuitement de dire je voudrais avoir toute ma liste des portes. Et du coup, je clique là-dessus et j'ai toute la liste de mes portes en tableau Excel. Okay. Alors, il y a des logiciels professionnels qui permettent de faire une sortie de tous les objets. Mais ça veut dire que gratuitement, même, l'entreprise de menuiserie peut, objet par objet, sortir les différents tableaux des portes, des fenêtres, etc. C'est banal, mais ce n'est pas inintéressant. Appel d'offres, des entreprises au niveau de l'appel d'offres, je pense que c'est quelque chose qui les soucie et qui leur parle. Je prends un exemple ici, alors malheureusement, je pense que vous ne voyez pas très bien, donc je vais vous éclairer là-dessus. Certains économistes, maintenant, avec un logiciel, travaillent sur leur logiciel et ils travaillent avec un objet qui s'appelle une pièce. Voilà, cet objet-là, qui est en surbrillance, c'est une pièce. Et dans la pièce, vous avez tout. Vous avez tout le descriptif du second œuvre dans la pièce. Ça veut dire que si on vous envoie... Alors, juste pour le détail, ça, on peut vous l'envoyer depuis à peu près une dizaine d'années. Voilà, il faut le savoir, quoi. Et là, du coup, voilà, vous avez l'acrylique sur les murs, les plinthes, la faïence, tout ce que vous voulez. Voilà, c'est aussi simple que ça. Ce ne serait pas inintéressant que les entreprises aient ça. Alors, au niveau justement de ces appels d'offres, donc j'en ai parlé un tout petit peu au début, attention, vigilance. Là, par exemple, rappelez que ne sont concernés par la partie modélisation 3D BIM strictement les lots techniques suivants. Alors, les entreprises structure, CVC, plomberie, CFO, CFA, donc électricité, ces entreprises-là, c'est clair, elles ont, dans leur stratégie d'entreprise, elles doivent se poser la question, si je veux des marchés BIM demain,
comment je me donne la capacité de créer des maquettes. Ça, c'est très clair. Toutes les autres entreprises, elles ont le temps. Elles ont, pendant des années, elles vont utiliser des viewers gratuits. Donc, pas de panique. Au contraire, pour elles, elles ont tout avantage à rentrer dans un processus BIM. Les autres entreprises, celles-ci, voilà, il y a un souci à avoir, très clair, hein, c'est de dire, voilà, je dois à terme créer des maquettes. Je dis je dois à terme créer des maquettes parce que autant on peut déléguer des études béton, autant quand on crée une maquette béton, exé, bah, on ne la fait pas faire à l'extérieur. Parce que quand on crée une maquette, on ne fait pas simplement de créer de la 3D. On construit son projet. Ça veut dire qu'on réfléchit à la méthode, à la construction, telle que ça va être sur le chantier. Donc si on la délègue à l'extérieur, ils vont vous donner une très belle maquette, mais vous n'aurez eu aucune réflexion sur la méthodologie. Et voilà, donc là, il y a des décisions importantes pour certaines entreprises. Et il faut être clair, pour ces entreprises-là, il y a déjà des demandes de marché en BIM, avec déjà une demande, bon, pouvoir spécifier à titre de réaliser ces études d'exécution en BIM, description du matériel informatique, c'est un appel d'offres que j'ai pris au hasard. Hein. Donc ça veut dire que c'est déjà parti. Il ne faut pas croire que, voilà, hein, pour certains projets, pour certaines entreprises, ça y est, c'est parti. Donc certaines commencent à avoir du retard, il faut être clair. Juste, mais je voulais quand même aborder ça rapidement. Dans les maquettes d'exécution à avoir, il y a un gros problème de niveau de détail qui paraît banal, mais qui est extrêmement important, parce qu'on imagine bien que selon ce qui est demandé, le type de niveau de détail, dans les fameux documents dont j'ai parlé tout à l'heure, bah, ça change plein de choses si on est obligé d'arriver à ce genre de niveau de détail. On ne va pas mettre le même temps à faire une maquette que de faire une maquette gros œuvre. C'est très spécifique aux maquettes gros œuvres, par exemple. Est-ce qu'on est obligé ou pas de faire le ferraillage? Parce que ça, c'est à peu près 3 fois plus de temps minimum pour faire du ferraillage, et encore s'il n'est pas trop complexe, que si on a juste à faire les murs béton. Et tout ça, c'est indiqué dans les textes dont on a parlé, qu'il faut vraiment dépouiller et clarifier. Je donne un exemple, par contre, d'autres entreprises qui ne paraissent pas du tout concernées. Hein. Quand j'ai plâtrier, ils me disaient, attendez, moi, plâtrerie, je ne suis pas prêt de faire une maquette BIM. Eh bien, ça y est, c'est parti, ça y est, c'est bon. Il y a BIM Cloison. Qu'est-ce que c'est que BIM Cloison? Eh bien, avec, alors cette fois-ci, je ne fais pas de pub, mais c'est le logiciel Revit qui fait ça. Vous avez de chez Signat, ex-Lafarge, absolument toute la bibliothèque des cloisons, toutes les types de cloisons. Hein. Et donc, vous introduisez la maquette de l'architecte, et à partir de la maquette de l'architecte, bah, vous changez les objets de l'architecte, hein, parce que l'architecte, lui, il se contente d'une cloison, voilà, c'est une cloison. Et vous allez plus loin, vous allez avoir tous vos montants de cloison, vos spécificités, vos renforts de cloison au-dessus des portes, etc. etc. Hein. Simple à faire, franchement, simple à faire. Il y a un coût, hein, bien sûr, hein, comme tout. Mais voilà, c'est-à-dire que même les plaquistes, hein, on se disait, oh, le BIM, les plaquistes et tout, bah, c'est parti. Alors là, les plaquistes, par contre, si vous êtes une trop petite entreprise, eh bien là, vous pouvez déléguer, parce que finalement, on va vous mettre ça d'après les normes, donc vous récupérez ça, évidemment, derrière, vous avez toutes les quantités, à tout moment, il peut y avoir une modification, mais bon, on sait que les architectes ne modifient pas systématiquement les choses, hein, c'est pas vrai, c'est une légende, ça. Et vous pouvez très rapidement faire des modifications, vous imaginez au niveau de vos commandes, etc. etc. Vous voyez, ça vient de sortir, ça existait déjà il y a 2-3 ans de manière expérimentale, ça vient de sortir officiellement il y a à peu près 2-3 mois. Ça y est, pour les plaquistes, c'est bon, ils peuvent aller dans le BIM sans aucun souci. Je ne vais pas trop m'étendre là-dessus, mais c'est très très important. J'ai parlé de beaucoup de propriétés pour chaque objet. Hein. Par exemple, on a vu au niveau de la CTA, ils demandent un nombre d'objets. Alors des fois, quand je forme des architectes, ils disent « mais alors nous, pas possible. Quoi. Si on est obligé de mettre toutes ces propriétés-là, on est mort. Quoi. Hein. » Alors heureusement, ce qui est en train de se développer, qui est déjà bien avancé, mais pas encore finalisé, c'est que vous allez pouvoir récupérer des objets industriels, hein, du bâtiment. Bon là, j'ai pris par exemple Tremco Hillbruck exprès parce que c'est un tout petit objet de rien du tout. Hein. C'est ce fameux joint ici. Eh bien, vous pouvez maintenant créer une maquette et télécharger cet objet sur différents sites, hein, je ne détaille pas, et du coup transformer ce que vous avez fait ici de manière simplifiée en un véritable objet
de l'industriel. Et donc après, quand vous cliquez dessus, eh ben vous avez toutes les propriétés, parce que l'industriel, pour lui, c'est pas un problème de rentrer toutes ses propriétés. Il les a, hein, il les mettait d'habitude sur le document technique, et ben là maintenant, il va les mettre directement sur l'objet lui-même en 3D. Hein. Donc ça, c'est en train d'exploser. Attention aux entreprises dont j'ai cité l'exemple tout à l'heure, on va leur demander assez rapidement de faire ce type de travail-là. Ça veut dire qu'elles devront avoir le logiciel qui est capable de faire ça, et évidemment des gens formés à l'intérieur. Mais attention, ça c'est dans des projets d'une certaine ampleur. Mais malgré tout, un bailleur social dont j'ai montré tout à l'heure le cahier des charges BIM, Habitat 76, hein, pour du collectif classique, demande aux entreprises de faire ce genre de choses. Toujours les mêmes, hein, entreprises, structures, fluides, pas les autres. Alors, ce qui est important, quand je fais des formations pour les entreprises, hein, pour la Fédération du bâtiment, pour le CAPEB, mais voilà, les entreprises à la fin me disent « mais nous, ça va nous coûter hein ». Alors, bon, je m'avance, hein, même si je reçois des tomates, mais je vois personne avec des tomates, donc c'est bon. Ben, je leur dis c'est bien que ça vous coûte. Pourquoi c'est bien que ça vous coûte? Parce que du coup, il faut absolument que vous disiez, et c'est malheureusement pas le cas actuellement, les entreprises aujourd'hui font des maquettes pour faire plaisir parce qu'elles le doivent. Donc elles prennent la maquette, elles font des maquettes, elles donnent cette maquette à la maîtrise d'œuvre, au BIM manager, super, voilà, on a fait des maquettes. Et puis après, sur le chantier, on se dit, bon, allez, ok, maintenant, on va travailler, quoi. Hein, d'accord et là, ça ne va pas du tout. Hein. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que les entreprises se rendent compte qu'à partir du moment où elles rentrent dans un processus BIM, où elles vont, en effet, pour certaines, avoir un investissement dans un logiciel, créer des maquettes, etc., eh bien, il faut l'utiliser un maximum sur le chantier. C'est fondamental. Et en plus, on est bien clair, si on se contente de maquettes au niveau de la conception et des études, on retrouvera les mêmes problèmes sur le chantier qu'on a depuis des années. Donc il faut vraiment que ces maquettes-là deviennent l'outil normal du chantier, comme on a des plans 2D. Et donc, l'outil numéro 1 du chantier, que tout le monde devrait avoir sur les chantiers, voilà, j'ai du mal à comprendre des fois la résistance par rapport à ça. Hein. Il faut bien réaliser, il y a 5 ans, je vais dire, qui aurait pu imaginer qu'il n'y ait plus une personne dans cette salle qui a un smartphone? Non, il y en a peut-être quelques-uns encore. Hein. C'est-à-dire que sur le chantier, tout le monde ait un smartphone. On n'y pense même pas. Donc, pourquoi on ne passe pas maintenant? Alors ça, c'est clair. Alors, pourquoi? On peut garder le smartphone et voir des maquettes sur le smartphone, mais on imagine, c'est pas génial quand même. Hein. Bon, on peut, c'est pas un souci. C'est la tablette. Maintenant, c'est l'outil. Il n'est pas possible de rentrer dans un processus BIM sans avoir des tablettes sur le chantier. Ça, c'est l'investissement numéro 1. Pourquoi? Ça veut dire que sur le chantier, on est directement en lien avec la maquette. Et il y a plein de choses à faire avec la maquette. Qui dit maquette dit aussi ce problème-là, implantation. Alors, là, j'ai implantation fluide, implantation des mannequins dans les banches, etc. C'est clair, il n'est pas possible de faire des maquettes aussi précises, où on étudie les collisions, où on fait les réservations, et ne pas utiliser les outils qui permettent la même précision sur le chantier. Alors, ça va venir. Jusqu'à maintenant, il n'y en avait pas tant que ça sur le marché. Ce qui est intéressant, bon, tant pis, je donne une marque, mais c'est intéressant, c'est Hilti, qui est pourtant dans l'outillage, voilà, Hilti. Eh bien, il a mis au point un système laser d'un coût tout à fait raisonnable, d'une grande facilité d'utilisation, de manière à avoir une tablette avec la maquette, et puis très bêtement, à partir de votre laser, vous prenez un des objets, pied de poteau par exemple, vous le repérez à la fois avec votre laser et sur la maquette, et puis à partir de ce pied de poteau, eh bien, ça lui donne un point de référence, il vous situe tout ce que vous voulez dans le reste du champ du chantier. Donc ça va devenir complètement fondamental. Sinon, on est super précis au niveau de la maquette, et puis après, on met ça plus ou moins avec des plans 2D, ce que je montrerai tout à l'heure. Autre outil que certains trouvent gadget, qui pour moi est fondamental, parce que ça communique, ça collabore sur les chantiers, c'est le planning 4D. Alors, facile à comprendre, j'ai une maquette, et puis je donne l'exemple de ce logiciel qui permet
de faire le planning, qui s'appelle Microsoft Project. À peu près 70% des OPC qui l'utilisent utilisent Microsoft Project. Bah, vous prenez le planning 4D, vous prenez la maquette, vous mettez tout ça, vous remuez dans un logiciel qui s'appelle Navisworks. Je suis obligé de le citer parce qu'en France, c'est à peu près le seul qui fonctionne pour ça. Et puis, vous avez un planning 4D. C'est quoi? C'est le film du chantier. Ça veut dire que le lundi matin, quand on démarre le chantier, on visualise ce qui devait être fait, donc quels objets devaient être mis en place, etc. Et puis on dit, voilà, on y est arrivé ou pas. Et ce qui est important, c'est que c'est visuel. C'est-à-dire que les gens du chantier visualisent tout de suite. Tout le monde a déjà vu des plannings sur les chantiers. Vous voyez, c'est les grands documents là. Je trouve que c'est pas très fun quand même. Moi, je préfère ça pour dialoguer. Donc, on fait le film d'avant, et puis après, on fait le film de la semaine. Voilà ce qu'il faut réaliser dans la semaine. Je passe cet outil-là qui fait les situations, qui fait qui est un outil extrêmement puissant. Mais je pense que le planning 4D, c'est pas un gadget, c'est vraiment une visualisation pour plein d'acteurs. Ça va être aussi l'avantage de ça, dont on n'a peut-être pas suffisamment parlé, c'est que la maquette, ça parle à tout le monde. Un plan 2D, je suis désolé, mais si vous n'êtes pas spécialiste du bâtiment, et encore, c'est pas lisible comme ça au premier abord. Ça oui. Alors souvent, j'insiste pas trop. Banal aussi, mais je sais que dans le bâtiment, on n'a jamais de problème de réservation. On sait bien faire. Mais bon, si on peut s'aider de la maquette, c'est quand même pas mal. Parce que, les réservations... alors, toujours pareil, si on fait ça sur la maquette, il faut implanter aussi correctement de manière à suivre. Sinon, ça recommence. Et puis, multiple utilisation de la maquette. Je donne 2 exemples d'une entreprise avec qui j'ai échangé pas mal. Évidemment, dans le mémoire technique, je peux expliquer à mon maître d'ouvrage comment je vais organiser mon chantier. Et là, chose très banale, c'est un chantier désamiantage, mémoire technique. J'explique, bâtiment occupé, donc voilà mon phasage au niveau du désamiantage. Pour un maître d'ouvrage, c'est pas mal de voir ça. C'est pareil, ça clarifie les choses par rapport à d'autres outils. Évidemment, il ne faut pas banaliser la problématique d'utiliser ces maquettes pour la sécurité. Et là, on peut faire vraiment pas mal de choses. Toujours pareil, visualiser avant. Alors, il y a plein de choses qui vont encore beaucoup plus loin que ça. Si déjà on fait des choses comme ça, c'est pas mal. Là, c'est pareil, une entreprise, un bureau d'études qui fait de l'échafaudage. On peut anticiper exactement ce dont on a besoin au niveau de l'échafaudage, avec en plus toutes les sécurisations, les normes, etc., etc. Et je pense que ça parle pas mal de voir ça avant de commencer le chantier. Alors, il y en aura toujours qui me diront je donne cet exemple-là, c'est un architecte très gentil qui m'a dit, après une formation sur le BIM, je vais t'envoyer un plan. Et ça, c'était son plan exé. Voilà, c'est-à-dire que sur le chantier, c'était le plan exé qui était donné. Alors, il y a tout, il n'y a rien à dire. Il y a le plancher chauffant, il y a l'éclairage, il y a la plomberie, il y a tout. Alors, ce qu'il me disait, c'est qu'est-ce qui se passe sur le chantier quand on aborde ça? C'est dire, maintenant, on va travailler, quoi. On va se débrouiller ensemble et puis on va faire. Et c'est vrai que quand on a ça, c'est quand même, ça parle un petit peu plus, quoi. On est clair. Et donc, il y a franchement, un cap, je dirais, de communication et de modification des habitudes de chantier à avoir. Ça, c'est fondamental. Si le BIM reste dans les bureaux d'études, on va échouer complètement et on va pouvoir, les maîtres d'ouvrage vont nous dire, c'est gentil votre BIM, mais finalement, sur le chantier, on retrouve les mêmes problèmes et tout. Il faut que le BIM rentre sur le chantier. Et je pense que trop souvent, j'entends ah oui, mais les gens du bâtiment, Parce que, dernière chose, mais c'est banal tout ça. Je veux dire, dans l'industrie, automobile, aviation, c'est du normal. Sauf que le défi pour le bâtiment, mais c'est un défi génial, c'est qu'il n'y a pas des machines à commande numérique, sauf pour les charpentiers, ça c'est autre chose, mais il y a de l'humain, derrière. Donc le défi du bâtiment, c'est d'utiliser des outils qui fonctionnent très très bien dans l'industrie, qui est toute la production industrielle, finalement c'est du BIM, ça ne s'appelle pas BIM, mais c'est du BIM. Et donc c'est de dire, nous, on a un défi, c'est de réintéresser l'humain à changer de méthode et à plus utiliser, ou à utiliser de manière annexe, je ne devrais pas dire plus utiliser, là je suis un peu extrémiste,
Voilà, ça c'est d'autres systèmes. Maintenant, il faut passer à ça. Et c'est banal, ça ne demande pas, vous voyez, une tablette, ça ne demande pas des investissements absolument incroyables, hein. C'est maintenant, vous avez des tablettes. Alors souvent, en plus, après, les gens me disent « Oh oui, mais sur les chantiers, voilà. Non, non, il les tablettes avec du carbone, il n'y a aucun souci. » Voilà, c'est vrai. Ça devrait absolument maintenant, moi, c'est vraiment mon message, être l'outil basique. Si on rentre dans un processus BIM, c'est à la limite les premières choses qu'il faut mettre au point, c'est faire circuler les maquettes dans les tablettes. Alors, si on va un petit peu plus loin pour faire du futur, mais qui est tout à fait présent, c'est ces fameuses puces RFID. Alors, je ne rentre pas trop dans le détail technique, c'est simplement le système qu'il y a dans les grands magasins du code barre, sauf que l'avantage des puces RFID, c'est que ça peut être dans la matière et pas sur la surface. C'est la même idée, sauf que ça marche par onde, voilà, peu importe. Et on a des lecteurs RFID, comme on a des lecteurs de code barre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a parlé beaucoup d'objets au niveau de la maquette BIM. Hein. Donc demain, mais ça existe déjà, hein. Les plaques de plâtre, ils ont des puces RFID. Mais personne ne le sait, personne ne s'en sert. C'est juste un industriel qui met des puces RFID de manière à repérer dans sa fabrication industrielle, cette plaque, elle a été fabriquée par qui, où, à quel endroit, etc. Personne ne s'en sert dans le bâtiment. Mais il y a des expériences, je travaille sur un projet européen, voilà, et des expériences en Allemagne qui ont été faites, c'est de dire, il y a la maquette BIM, on va introduire ces puces RFID dans les objets, fenêtres, luminaires, etc. Et vous imaginez 2 minutes pour la maintenance, hein, c'est-à-dire que je viens avec mon lecteur RFID, et là, à ce moment-là, je vais lire les informations directement sur l'objet lui-même, puisque la puce sera dans l'objet, avec toute sa fiche technique, tout ce que je veux. Et bien sûr, mais c'est OK au niveau de la technologie. L'idée maintenant, c'est est-ce que vraiment ça va s'implanter dans le bâtiment? Parce qu'en même temps, évidemment, quand je passe comme ça, je prends l'information et j'indique également que moi, mainteneur, je suis passé à telle date. Et évidemment, sur ma maquette liée par le cloud, eh bien, j'ai la numérotation de celui qui est intervenu, à quelle date, etc. Est-ce qu'il a changé, etc., etc. Ça, c'est une banalité technique. L'idée, c'est de le faire rentrer dans le bâtiment. Ça a commencé par un déjà, hein, c'est déjà là. Bon, sur des tubes PEHD, hein, on a là le principe d'avoir des lecteurs RFID une fois qu'ils sont enterrés. Assez pratique, ça évite les problèmes de recollement qui sont plus ou moins bien réalisés. Grâce à ce système-là, des années après, on peut retrouver toutes les informations qu'on veut. Alors pour les tubes PEHD, évidemment, leur niveau, c'est pas mal ce qui nous intéresse quand c'est à 5 mètres sous terre et leur emplacement. Hein. Donc ça commence déjà sur certains objets du bâtiment. Alors on ne va pas se mentir, hein. Non, ce tube, il coûte 2 à 3 fois plus cher que le normal. Mais certains maîtres d'ouvrage commencent à se dire c'est intéressant, toujours pareil, sur la problématique maintenance à long terme. Voilà. Et bien maintenant, je vais passer la parole à Constance qui va vous expliquer un petit peu plus par rapport à la maîtrise d'ouvrage, quelles sont les problématiques pour passer en BIM.